Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Alors tout d'abord, je souhaitais commencer par un petit point technique, un petit point pratique. Cela laissera le temps aux retardataires de nous rejoindre. Je vais d'abord effectivement aborder pendant à peu près 45 minutes les 8 tendances en digital learning. Et ce que je vous propose, c'est également de réserver un quart d'heure à la fin de mon intervention pour que je puisse répondre à vos questions. Et sachez que vous pouvez poser vos questions à travers le chat qui est à gauche de votre écran. Et c'est Mathilde qui est à mes côtés, que vous découvrez là à l'instant sur l'écran, qui est aussi à mes côtés aujourd'hui, et que je remercie, qui recueillera donc l'ensemble de vos questions et qui me les transmettra au fur et à mesure à l'issue de mon intervention. Donc on donnera à peu près un quart d'heure pour répondre aux principales questions, et puis ensuite on pourra aussi poursuivre si vous le souhaitez de façon individuelle quand il y a des questions plus spécifiques. Ensuite également, le petit point, c'est que à l'issue de ce webinaire, nous avons préparé une synthèse de l'intervention. Donc pour ceux qui souhaiteraient la recevoir, vous pourrez compléter à la fin le petit questionnaire de satisfaction également que nous vous adresserons. Mathilde vous enverra le lien. Pour nous, l'enjeu de ce questionnaire, c'est à la fois de valider que ce webinaire répondait bien à vos attentes. Et puis, comme nous souhaitons également vous proposer ensuite d'autres webinaires sur d'autres thématiques qui peuvent correspondre à vos attentes, vous aurez un petit questionnaire de 2-3 questions en fait, que nous vous inviterons à compléter. Et dans le cadre de ce questionnaire, vous pourrez également indiquer si vous souhaitez ou non recevoir cette synthèse. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est, avant même de vous présenter les 10 tendances en digital learning, c'est vraiment de revenir sur le terme de tendance, parce qu'on en parle beaucoup. Tout le monde parle des tendances, que ce soit dans la mode ou dans le secteur de la communication digitale, etc. Donc, concernant le digital learning, avant même d'aborder les 10 tendances que nous avons listées, c'était de se dire finalement qu'est-ce qu'une tendance. Avec les réseaux sociaux, c'est vrai que tout le monde s'exprime, on a beaucoup d'informations, on échange, mais finalement, la difficulté, ça va être de savoir comment faire la part des choses entre une tendance et un simple effet de mode. Donc moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était vraiment, finalement, pardon, de vraiment faire le tri en fait parmi tout ce que l'on peut entendre, d'où cette image qui peut paraître un peu floue parce que finalement quand on se déconnecte des réseaux sociaux et que l'on échange entre nous, on a entendu énormément de choses, ou même vous allez sur les salons, à des conférences, et via LinkedIn également, vous voyez un certain nombre de posts qui vont être diffusés. Et la question, c'est toujours de se dire, mais finalement, parmi tout ce qui m'est indiqué, quelles sont les vraies tendances, comment faire le tri entre le vrai et le faux, et finalement, quelles sont les tendances à suivre. Et une fois qu'on a identifié également les tendances qui nous semblent intéressantes, le gros enjeu, ça va être de se dire, mais finalement, cette tendance, comment je vais la mettre moi-même en œuvre dans mon entreprise par rapport à ma problématique. Donc si on a choisi ce thème aujourd'hui, c'est justement parce que à titre personnel, donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le digital learning, ce qui fait que je vais pouvoir partager avec vous à la fois mon expérience et puis l'expérience de l'agence, puisqu'on est plusieurs au sein de l'agence à travailler depuis une quinzaine, une vingtaine d'années dans le domaine. Et donc on a vraiment réfléchi ensemble pour voir un petit peu ce qui nous semblait le plus pertinent par rapport à cette année 2018, et à chaque fois d'essayer de faire le lien avec le terrain, avec la dimension opérationnelle, et de se dire telle tendance effectivement on l'a identifiée, mais derrière comment la mettre en œuvre, quelles sont les bonnes pratiques à partager pour que vous ayez ensuite vous tous les éléments pour poursuivre et mettre en place votre stratégie de digital learning de façon tout à fait pérenne et sereine. Donc, la première tendance, qui ne sera pas une surprise pour la plupart d'entre vous, c'est bien sûr le blended learning. Parce que finalement, c'est une modalité d'apprentissage qui permet de converger et de faire la convergence entre le présentiel et le distanciel. Et de la même manière que dans le commerce, on a vu la généralisation des approches multicanales avec d'un côté les magasins physiques et également les boutiques en ligne. Dans d'autres secteurs comme la vidéo, l'audiovisuel, on a vu également une approche multi-écran. Et nous, dans notre domaine, le domaine de la formation, on peut parler d'un vrai rapprochement entre le présentiel et le distanciel.
Sachant que je tenais à faire une petite pause également sur le fait que le distanciel, la formation distancielle n'est pas toute récente. Nous-mêmes, nous travaillons avec le CNED, qui est un organisme qui existe depuis les années 40. Et à cette occasion, on sait que la formation à distance se déroulait grâce à la correspondance, à la poste. Donc la formation à distance n'est pas récente. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir mixer le présentiel et le distanciel et d'utiliser vraiment tous les avantages du digital. Alors, petit éclairage également, au cours de cette présentation, je vous donnerai quelques chiffres. Le blended learning, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vraiment de mixer le présentiel et le distanciel. Et ce qu'on constate cette année, si on a souhaité en parler, c'est parce que on a vraiment constaté une vraie accélération de la mise en place de dispositifs blended learning. On en entend parler depuis une dizaine d'années, mais là, on sent vraiment une accélération, une prise de conscience de la part à la fois des autorités publiques, puisque la réforme de la formation professionnelle encourage tous les organismes de formation et toutes les entreprises à intégrer le distanciel et à proposer à leurs collaborateurs ou aux apprenants des dispositifs mixtes ou blended learning. Donc là, il y a une vraie prise de conscience politique. Et puis, de l'autre côté, on retrouve également une prise de conscience de la part des organismes de formation de l'intérêt de proposer une vraie offre en blended learning. Et d'ailleurs, le cabinet Ambroise Bouteille et Associés avait diffusé en fait cette année une étude qu'ils ont menée entre 2016 et 2017, où finalement ils avaient indiqué que 35% des organismes de formation qui ont été interrogés par leur service déclaraient déjà proposer des offres de formation en blended learning dès 2016. Donc là, nous, ce qu'on perçoit en tout cas du marché, c'est qu'il y a une vraie accélération. Les organismes de formation d'ailleurs nous sollicitent pour les accompagner dans leur digitalisation. Ils font le choix de nouveaux outils comme les plateformes LMS et ils forment également tous leurs collaborateurs ou leurs formateurs à la prise en main de ces nouveaux outils et à la conception de dispositifs blended learning. Donc ça, c'est un vrai changement. Je tenais à le partager avec vous parce qu'effectivement, on connaît le blended learning, mais on voit une vraie accélération. Ce qu'on peut retenir du blended learning et de comment mettre en place des dispositifs blended learning, c'est que pour avoir croisé quelques organismes de formation qui se sont dit finalement ça va être simple, je vais simplement reprendre ce que j'utilisais en présentiel et puis le diffuser à distance. Le digital learning, ce n'est pas la mise en place d'une pompe de ressources sur Internet. Il y a vraiment l'idée de transposer, quand on parle de digitalisation de contenu de formation, il faut vraiment le décénariser et faire appel également à une équipe pluridisciplinaire qui va permettre de repenser en fait le contenu de la formation et de proposer des modalités de formation variées qui vont permettre le vrai engagement des apprenants. Un autre point de vigilance, c'est également d'assurer une vraie continuité entre le présentiel et le distanciel. Souvent, on part du présentiel et on va ajouter des briques distancielles, mais il faut vraiment s'assurer qu'il y a une continuité. Donc, cette continuité, elle peut passer par différents éléments, à la fois au niveau graphique. Il faut avoir des supports qui ont une vraie homogénéité, une vraie cohérence graphique. Et puis également sur le ton, sur l'approche pédagogique. Et puis même de former ou d'accompagner, que ce soit les formateurs ou les tuteurs ou les personnes qui vont accompagner à distance les apprenants, pour que chacun ait une bonne vision globale du dispositif de formation blended learning. L'idée, c'est pas de travailler en silo et puis de donner à chacun l'animation d'une partie de la formation. Il faut vraiment que chaque formateur, chaque tuteur ait cette vision globale et cette bonne compréhension du dispositif de formation. C'est ce qui vous assurera vraiment de diffuser une formation de qualité et qui sera vraiment efficace pour les apprenants. L'autre point, quand on parle de blended learning, c'est aussi un moyen pour les organismes de formation et les formateurs de repenser le présentiel. Nous, on parle de tonifier le présentiel. C'est vrai que l'idée, c'est aussi d'intégrer le digital dans les formations en salle et puis également de donner plus la parole aux apprenants, d'avoir des séances de présentiel en fait, où on va pouvoir aborder plus de cas pratiques, plus de retours d'expérience et profiter vraiment des échanges des uns et des autres. Voilà pour la partie blended learning. La deuxième tendance que nous souhaitions aborder avec vous, c'est le fait que finalement aujourd'hui, quand on pense à un dispositif digital learning, nous, on tient vraiment à se centrer sur les apprenants, et ça, c'est pas nouveau. Et cette dimension-là,
qui permet vraiment de revoir un petit peu la méthode de travail. Elle est liée aussi à tout l'apport en fait dont on a pu bénéficier avec la mise en place de l'expérience utilisateur qui a été vraiment mise en avant notamment par Apple. Et avant de parler d'expérience utilisateur, je souhaitais vraiment revenir sur la définition de ce que c'est que l'UX design ou l'expérience utilisateur, parce qu'on en entend beaucoup parler. Beaucoup de gens pensent que c'est lié uniquement à la dimension ergonomique ou à l'interface des ordinateurs ou des écrans, des supports digitaux que nous allons créer. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, c'est vraiment une vision qui est plus large. Donc là, c'est Donald Norman, qui est un ancien d'Apple, qui va pouvoir nous le définir à travers cette vidéo. Là, on va la lancer. Donc une vidéo qui est disponible sur YouTube. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le son. N'hésitez pas à activer le son si vous ne l'entendez pas. Donc en conclusion, finalement, ce qu'il démontre à travers cette vidéo, c'est que l'expérience utilisateur ne se limite vraiment pas à l'ergonomie ou à l'interface, c'est ce qu'on entend souvent. C'est au contraire tout ce qui entre en compte dans l'expérience de formation des apprenants qu'il faut prendre en compte. Et donc là, je vous invite à adopter une vraie approche holistique euh, qui va vraiment permettre de penser l'expérience apprenant dans sa globalité. Et c'est là aussi où on va parler de se centrer sur l'apprenant, parce que finalement, l'enjeu, ça va être de prendre en compte l'expérience des apprenants de façon globale, donc ça va vouloir dire de prendre en considération le présentiel et le distanciel. Toutes ces modalités de formation sont à intégrer et à prendre en compte. Il va falloir également imaginer un petit peu comment va se dérouler l'apprentissage formel, ça c'est ce qu'on conçoit, mais également prendre en compte ou imaginer ce qui va se passer en termes d'apprentissage informel. C'est intéressant vraiment de considérer ces deux aspects. On va également prendre en compte au moment où on va concevoir une formation en digital learning de tout ce qui est lié aux besoins, aux attentes, aux usages, aux préférences, et également à l'environnement dans lequel les apprenants vont se former. Est-ce qu'ils vont se former sur un PC, sur une tablette, sur leur iPhone, sur leur smartphone, ou alors est-ce qu'ils vont travailler, enfin être en situation professionnelle, on en parlera tout à l'heure. Et puis, ce qu'on peut également envisager, c'est pour réussir à avoir cette vision holistique qui va solliciter des domaines assez variés, il va falloir également constituer une équipe pluridisciplinaire de conception. Des gens qui vont être spécialisés dans la pédagogie, d'autres dans l'ergonomie ou la médiatisation, des aspects technologiques, etc. Il y a vraiment tout un pan et un grand nombre de domaines à combiner. Ensuite, il va falloir également penser à voir comment on peut essayer de personnaliser les parcours, c'est-à-dire de se dire qu'en fonction des attentes des uns et des autres ou du niveau des apprenants, on va pouvoir proposer des parcours individualisés en proposant les contenus les plus pertinents, ceux qui vont être adaptés vraiment au niveau des uns et des autres, et puis également d'adapter la forme
certains vont préférer accéder à des vidéos, d'autres à des fiches en PDF, pourquoi pas. Donc, en fonction des préférences et de la façon dont les gens préfèrent se former, on peut aussi adapter le parcours de formation. Troisième tendance, c'est tout ce qui est lié au social learning. Alors, ce que je voulais vous montrer, pour ceux qui sont des anciens comme moi de Internet ou du digital learning, c'est quelques cases qui vont résumer avec humour le choc des cultures. Quand on a introduit le Web 2.0, certains restaient assez sceptiques, et donc là vous le voyez. Finalement, le Web 2.0, ça a été vraiment l'avènement du web social. Donc, avec le web social, en fait, ce qui s'est généralisé, c'est vraiment l'usage des réseaux sociaux. Là, je vous ai mis quelques exemples de réseaux sociaux avec effectivement l'usage des outils mobiles. En fait, on va vraiment pouvoir utiliser et être en permanence connecté à nos outils, à notre communauté ou à nos communautés, parce qu'on a à la fois une vie sur des réseaux professionnels et une vie sur des réseaux personnels, comme Facebook. Donc l'idée, ça va être vraiment d'intégrer aussi, nous, dans nos formations, ces différents outils. Et puis, ce qu'on a constaté également, c'est que l'attente des utilisateurs a également changé avec l'intégration de ces nouveaux outils. On est dans un mode de communication plus horizontal où chacun va pouvoir contribuer, va pouvoir partager, va pouvoir liker. Et c'est ça aussi qui va permettre de créer de l'émotion et de vraiment participer à l'engagement des apprenants dans leur formation. Alors là, on a listé quelques outils qui peuvent être mis en place en termes de formation pour vraiment développer une dimension social learning. Mais après, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ces outils, le vrai enjeu pour nous, qui sommes concepteurs de formation ou pour un formateur, ça va être vraiment d'imaginer la stratégie de digital learning et de social learning qui va être cohérente avec le programme de formation. Et donc là, effectivement, on parle maintenant d'un nouveau métier qui émerge, c'est le Community Learning Manager, qui va vraiment prendre sa part aussi dans l'animation de communauté, dans le fait de pouvoir susciter l'engagement des apprenants en termes de social learning. Là encore, autre point d'attention, c'est important également d'associer les formateurs et de bénéficier, enfin de les former au tutorat ou à cette relation qui va être nouvelle pour eux. Ils ont été habitués à animer des formations en présentiel, mais c'est vrai que le fait de communiquer à distance, de maintenir une relation à distance, c'est vraiment très différent de ce qu'on pouvait faire en formation en salle. Donc c'est là que c'est vraiment important de leur donner les clés aussi et de les former pour qu'ils puissent changer de posture et être aussi dans cette relation sur la durée avec leurs apprenants. Quatrième tendance, c'est la partie micro-learning. Alors là, je voulais m'appuyer sur une étude qui a été publiée récemment, là, dans le mois, par Jane Hart, et qui montre, là vous voyez à gauche, il y a différentes modalités de formation qui ont été listées, et elle a demandé à des stagiaires, en fait, des individus d'indiquer les modalités qui étaient les plus essentielles et les plus efficaces pour elles. Et ce qui ressort en fait de tous ces éléments, c'est que finalement, malgré tous les efforts que l'on fait pour organiser l'apprentissage à travers des activités très formalisées, comme des conférences, des classes virtuelles ou également des modules e-learning, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, chacun a envie aussi de formations qui vont répondre directement aux problèmes qu'ils ont à résoudre et aux difficultés qu'ils vont rencontrer. On est dans un côté just in time, donc il va être essentiel pour chacun d'entre nous de trouver la réponse aux besoins qu'on a identifiés dans la journée. Le deuxième conclusion de cette étude, c'est aussi de se dire que l'apprentissage a du sens quand il n'est pas séparé de notre activité professionnelle. L'enjeu, c'est vraiment le business, et il faut que la formation soit intégrée, et c'est également pour ça, et vous le verrez tout à l'heure, que l'on parle de plus en plus de la formation en situation de travail. Il y a une vraie envie de transformer en fait la formation et de la rendre opérationnelle, qu'elle nous permette de mieux travailler, d'être plus efficace et qu'elle ait un vrai effet aussi pour l'entreprise dans laquelle on travaille. Le troisième point, c'est également de se dire que finalement, vous le voyez là, les trois premières lignes qui sont dans le tableau,
montre bien que on est de plus en plus en quête d'informations en faisant des recherches sur Internet. Certains pensent même que YouTube est la première plateforme de formation au monde. On peut accéder facilement à des ressources disponibles et également à nos communautés ou à nos réseaux professionnels. Ça, c'est ce qui arrive en quatrième position sur ce tableau. Donc finalement, on a tendance, quand on voit ces résultats, à se dire que ce qui est vraiment apprécié, ce sont les ressources qui sont courtes, qui sont visuellement attractives et qui permettent une certaine souplesse en fait dans la transmission des savoirs. Et finalement, ce qu'on nous dit parfois, c'est que ce qui plaît aussi dans ce type de ressources, c'est que finalement les gens vont pouvoir les choisir eux-mêmes et ils vont pouvoir les organiser eux-mêmes. Donc c'est ça aussi qui est important à prendre en compte, c'est quand on conçoit un dispositif blended learning, digital learning, hein, plus largement, au-delà du blended learning, c'est aussi de laisser une part de liberté aux apprenants pour qu'ils puissent être autonomes et prendre aussi en charge leur propre formation, être acteurs de leur formation. Ça, c'est un point important. Alors, pour revenir au micro-learning, en fait, ce que je voulais aussi vous préciser, c'est que finalement, un autre avantage du micro-learning, et parfois on associe le micro-learning au mobile learning, puisqu'on sait aussi que les apprenants accèdent de plus en plus souvent au contenu de formation via leur mobile, même si en France ça reste encore assez marginal par rapport à d'autres pays en Europe ou dans le monde. L'enjeu du micro-learning, c'est aussi de pouvoir proposer des formations, enfin en tout cas un contenu de formation de façon plus répétitive à des moments où finalement la mémoire, comme on le voit là sur ce tableau, la mémoire avec la courbe d'apprentissage, donc on a une courbe de l'oubli en fait qui a été bien modélisée. Et donc on se rend compte que plus le temps passe, s'il n'y a pas des petites réactivations des connaissances, et bien finalement on oublie. Et donc l'intérêt aussi du micro-learning, c'est de pouvoir accéder à des ressources à des moments répétés et de pouvoir vraiment ancrer de façon sur du long terme en fait les connaissances qu'on a à retenir. Alors l'autre point que je voulais également aborder, l'autre tendance qui nous semble vraiment intéressante également, c'est la formation en situation de travail, la FEST. On en entend de plus en plus parler et nous-mêmes en fait on a travaillé sur un dispositif pour le compte de l'INI, qui est l'organisme de formation de la branche hygiène et nettoyage. Et pourquoi cette modalité est tout à fait intéressante et pertinente. Comme on le voyait dans l'étude précédente, c'est aussi parce que les gens souhaitent se former et faire le lien entre formation et travail au quotidien et leur activité quotidienne. Et donc là, la formation en situation de travail permet vraiment de mettre en application sur son lieu de travail tout ce qu'on est censé apprendre. Donc ça passe par une phase d'analyse de notre activité professionnelle et puis ensuite une prise de recul pour voir ce qui peut être modifié, quelles sont les pratiques à changer ou qu'est-ce qui est vraiment également bien les bonnes pratiques qui sont déjà bien acquises. Ce que je vous propose pour que ce soit plus concret, c'est de regarder une nouvelle vidéo. Donc là, on l'avait filmée avec Vini. Et c'était un petit retour d'expérience sur un dispositif qu'on a mis en place et qui s'appelle Libero 3.0, qui est en fait la digitalisation d'une formation qui a été d'abord transmise sous format papier et qui a été digitalisée par nos soins. Donc c'est une formation que les managers des agents de nettoyage en fait proposent en situation de travail. Ils sont à leur côté et ils ont une tablette entre les mains avec laquelle ils vont pouvoir à la fois montrer les gestes professionnels, ils vont pouvoir également évaluer ou faire auto-évaluer le collaborateur et puis enfin lui proposer différentes activités pédagogiques qui vont permettre de s'approprier également le contenu de la formation. J'imagine que là vous entendez également. La formation était intéressante, le fait de pouvoir utiliser des tablettes, parce que ça impliquait plus les gens que de rester constamment devant un écran ou d'écouter nos chefs. Donc du coup, quand ils viennent dans les bâtiments avec leurs tablettes pour nous expliquer certaines choses, des fois c'est plus pratique de voir dans le film, de voir comment ça se passe que quand ils le disent, quand ils le disent. C'est plus concret, c'est plus concret. Une grille avec un papier avec 0 ou 1, ça parle pas comme une... Non,
Comme une tablette où là, on voit les gens faire. Ça peut rectifier des erreurs et ça vient pas du chef. Comme tu disais tout à l'heure, où ça pourrait être des fois mal pris ou mal interprété. Que là, tu dis, tu vois, c'est par rapport à ça. En effet, tu fais ça, tu es trop baissé. Pour ton dos, c'est pas bon. Donc voilà pourquoi, pour les visites comportementales, ça peut être bien. Pour nous responsables, c'est plus crédible. On a la preuve qu'il y a une méthode et la preuve que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est pas nous qui avons la science infuse. On voit les C'est images, simple à côté. on voit les images, on voit le son, on peut faire des exercices, on peut venir en arrière. Voilà, c'est ça que c'est intéressant. C'est vivant, quoi. Ouais. Il y a une erreur, on va chercher l'erreur. Il est où l'erreur? Pour les formateurs, c'est beaucoup plus facile, c'est clair. Alors, ce que je voulais également ajouter, c'est que l'intérêt de la formation en situation de travail, c'est que ça permet aussi de valoriser les formateurs internes et les managers qui prennent une vraie place, qui sont vraiment intégrés en fait dans le dispositif de formation. Donc là aussi, ça passe par une forme de formation et de sensibilisation des différents interlocuteurs, des collaborateurs, pour qu'ils prennent en main le dispositif de formation, les différents supports qui leur sont mis à disposition. Et ce qui en ressort, c'est que c'est vraiment très efficace et que ça revient aussi moins cher et que ça permet à chacun, quel que soit son niveau de qualification, d'accéder à la formation. Donc voilà pourquoi on tenait à partager cet exemple et à vous encourager également à mettre en place ce type de dispositif. Donc sixième point, sixième tendance, on en entend parler depuis un certain temps également, mais c'est vrai que la gamification est importante. Alors quand on parle de gamification, il ne faut pas confondre serious game et gamification. La gamification est plus large. Les serious games, c'était vraiment très tendance, on va dire, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On pensait que ce serait un vrai axe de développement en digital learning. C'est une modalité parmi d'autres, finalement. Aujourd'hui, elle n'a pas révolutionné ou remplacé l'e-learning ou le blended learning. Mais effectivement, c'est une modalité qui mérite de s'y intéresser et de la mettre en place lorsque c'est opportun. Alors pour moi, la gamification est finalement plus large et elle permet vraiment de transposer les codes et les mécaniques du jeu vidéo dans le domaine de la formation. Ce qui nous permet à nous, concepteurs de formation ou animateurs de formation, de vraiment capter et de maintenir l'attention des apprenants. Alors on parle souvent des badges et des récompenses, mais ça va bien au-delà de ces éléments-là qu'on peut retrouver dans les plateformes LMS maintenant. C'est vrai que le fait de gamifier un dispositif de formation, c'est particulièrement pertinent lorsque le sujet lui-même de la formation est considéré comme un peu rébarbatif. C'est souvent le cas, par exemple, on nous sollicite souvent quand il s'agit de formations obligatoires et réglementaires. Dans ce cas-là, effectivement, il est important de penser à des dispositifs ludiques et de gamifier ces dispositifs. Alors là, par exemple, pour vous donner quelques clés, on a déterminé 4 profils de joueurs qui peuvent, donc après, quand on conçoit un dispositif gamifié, il faut effectivement s'assurer que dans le dispositif, on va répondre aux attentes et aux besoins de ces 4 types de joueurs. Vous pourrez vous-même, je pense qu'à la fin, on pourra aussi vous envoyer le lien vers un petit test d'évaluation en anglais, mais ça permet soi-même de voir quel type de joueur on est et quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer en termes de motivation. C'est assez intéressant de prendre en compte tout ça quand on va penser à la fois à la communication et vraiment à la scénarisation de nos dispositifs digital learning. Donc s'il fallait retenir quelques leviers sur lesquels on peut jouer quand on veut gamifier un dispositif de formation, on va jouer notamment sur l'idée de palier et de niveau. Donc là, ça va être vraiment de rendre visible aussi la progression individuelle de chacun. Donc au sein d'une ressource, de bien montrer un petit peu l'avancement dans le module de formation. Et puis également de proposer des challenges, des défis que les uns et les autres vont pouvoir relever. Ça peut être des défis collectifs ou également individuels. Ensuite, il faut également penser à donner des récompenses, même virtuelles, mais ça peut être intéressant, par exemple, de donner un bonus, un complément, en fait, une ressource complémentaire ou des récompenses virtuelles avec un badge, ça on l'a dit, qui peut donner une certaine reconnaissance par rapport à la communauté des apprenants.
On peut également valoriser individuellement le succès de chacun. Donc là, on peut mettre en place un petit tableau avec le classement des apprenants et mettre en avant les 3 premiers, ce qui fonctionne particulièrement bien dans les communautés de commerciaux. Et puis également proposer des rendez-vous, parce que c'est vrai que avec les formations blended learning ou digital learning, la formation maintenant s'inscrit sur un temps plus long qu'une simple session de formation en salle. Et donc il peut être intéressant de proposer des rendez-vous ponctuels pour partager des bonnes pratiques, pour accéder à un type de ressources ou faire une session de chat. Voilà, il y a plein d'idées et de modalités à mettre en œuvre. Mais en combinant l'ensemble de ces modalités, on peut vraiment réussir à susciter l'engagement, à susciter l'envie et puis à apporter une vraie dimension ludique. Ce qui peut aussi être intégré d'ailleurs dans la partie un petit peu storytelling, quand on crée un fil rouge également dans un dispositif de formation, ça peut aussi également donner envie et contribuer à cette gamification. Septième tendance, c'est la partie curation de contenu. Alors, qu'est-ce que la curation de contenu? C'est le fait, par exemple, de dire, finalement, on crée beaucoup de contenu pour la formation, mais est-ce qu'il faut tout créer? Il y a déjà beaucoup de ressources qui existent sur Internet et qui répondent aux besoins des apprenants. Donc, l'idée, là, c'est vraiment plutôt de pouvoir sélectionner en fonction du programme de formation qu'on a imaginé, de sélectionner les ressources existantes qui sont pertinentes, qui sont de sources fiables, bien sûr, et puis ensuite d'éditorialiser ces ressources. L'idée, c'est pas de donner une liste de ressources en vrac, mais c'est vraiment de les intégrer au bon moment dans le parcours de formation et puis de les mettre en avant, d'indiquer en quoi elles sont intéressantes ou pertinentes, de vraiment accompagner l'apprenant dans la prise en main et dans l'appropriation de ces ressources, de distinguer aussi ce qui est de l'ordre de la ressource centrale, qui va être importante à consulter, et puis celle qui va être plutôt en annexe, en complément, ou pour en savoir plus. Voilà. Et l'idée ensuite, c'est aussi d'inviter les apprenants à les partager. Eux-mêmes peuvent contribuer ou identifier une ressource sur Internet et avoir envie de la partager avec leurs pairs. Donc ça aussi, c'est intéressant de le mettre en avant et de les encourager à partager ce type de contenu. Huitième tendance, c'est la voix. Depuis toujours, en fait, on se dit que finalement, la formation à distance, un des enjeux pour nous, c'est de réintroduire l'humain, parce qu'on est à distance et qu'on passe par une machine, un ordinateur. Donc, il est important aussi, quand on fait du digital learning, de susciter tous les sens. Alors, c'est parfois difficile, hein, le goût notamment, on n'a pas encore trouvé de solution, mais passer par la voix, c'est également important. Et puis aujourd'hui, la technologie nous permet aussi plus facilement d'utiliser. On le voit avec la multiplication des interfaces à commande vocale, avec le boom également de la consommation des podcasts. Qui n'est pas abonné à un podcast, voilà, tout le monde est aujourd'hui vraiment friand de ce type de ressources. Et donc, il est intéressant de l'intégrer également dans les formations à distance, parce que ça permet de retrouver un contact humain et puis de jouer également sur la mémoire court terme. Je tenais également à apporter un petit chiffre, c'est que l'Institut américain Gartner a imaginé, enfin a fait des prévisions et a estimé qu'en 2020, 30% des sessions de navigation se feront en fait sans écran. Finalement, selon eux, on va passer d'un screen first à un voice first, ce qui veut dire que la voix va être vraiment centrale et va vraiment être de plus en plus utilisée comme un canal à la fois d'interaction et de communication. Donc pour nous, en termes de formation, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut plus facilement introduire des podcasts. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des vidéos en disant finalement la vidéo, tout le monde adore et tout le monde en redemande. Mais on se dit que le podcast offre plusieurs avantages par rapport à la vidéo. C'est à la fois qu'on peut l'enregistrer plus facilement, donc quand on doit être réactif et proposer rapidement un nouveau contenu de formation, ça peut être intéressant de former les formateurs ou les experts métiers à la prise de parole et qu'ils puissent s'enregistrer et déposer eux-mêmes un podcast sur la plateforme. Là, on gagne du temps et aussi de l'argent.
Et l'autre intérêt, c'est vraiment que sur le plan cognitif, l'audio en fait va susciter la mémoire court terme. Donc ça peut être idéal pour les populations qui sont nomades, comme les commerciaux. Euh, et dans ce cadre-là, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'utiliser l'audio pour rappeler un process, une procédure. Ça peut être un argumentaire de vente également, ou une checklist hein, pour s'assurer qu'on a bien pensé à tous les points. Donc ça, voilà, c'est quelques idées, mais qui peuvent être vraiment intéressantes et faciles à mettre en œuvre en plus. L'autre tendance qui se popularise, qui sera enfin, on va dire qu'elle est prometteuse, mais qu'elle ne va pas être immédiate pour nous. Mais c'est vraiment la mise en place également de chatbots et le développement des assistants personnels intelligents. On le voit avec la popularité de Siri ou de Cortana, tout le monde utilise de plus en plus les assistants personnels vocaux. Mais on pourrait imaginer demain de faire du tutorat en faisant également appel à ce type de solutions, en imaginant des scénarios avec des embranchements multiples hein, et qui permettraient vraiment de, notamment pour des dispositifs comme les MIC qui sont massifs et qui ne peuvent pas enfin, pour lesquels on va avoir du mal en fait à retrouver les formateurs enfin, le nombre de formateurs suffisant pour animer une communauté avec plusieurs milliers d'apprenants. Cette solution, la mise en place de chatbots et puis également d'assistants personnels vocaux, pourrait permettre de recréer du lien avec des éléments qui permettront d'échanger et de discuter à distance vocalement. Voilà. Donc ça, c'est une autre tendance qu'on avait identifiée. Enfin, en neuvième tendance, on souhaitait également parler des vidéos interactives, parce que finalement, tout le monde se dit que les vidéos, c'est bien, tout le monde en est friand, tout le monde va sur YouTube pour consulter un tutoriel, etc. Mais quand on consulte une vidéo, on reste spectateur, et on sait bien que le secret et le succès des formations à distance va passer au contraire par la mise en place d'interactions. Il faut vraiment que l'apprenant soit acteur de sa formation, donc il faut aussi lui donner envie d'interagir, le solliciter à différents moments. Et quand on conçoit des formations, il est vraiment aujourd'hui important également de penser à l'interaction qu'on peut susciter. Donc là aussi, on peut imaginer de vrais scénarios avec des embranchements multiples, des vidéos qui vont finalement changer de scénario. On va imaginer tout un script et avec les différents outils qui existent aujourd'hui, que ce soit des outils auteurs ou des outils spécifiques à la vidéo, de montage vidéo avec cet ajout, cette couche en fait supplémentaire d'interaction, on peut imaginer des ressources interactives qui sont vraiment très intéressantes et qui peuvent vraiment nous immerger les apprenants dans des situations professionnelles ou concrètes, dans des cas pratiques qui sont vraiment très pertinents et très intéressants. Une dernière tendance, hein, c'est vraiment lié à l'immersion. Alors là, j'ai mis l'immersion, mais l'idée, c'est plutôt de parler de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Alors, pour la réalité augmentée, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté, notamment avec Snapchat, hein, qui propose des selfies lens, ou alors en 2016, quand Pokémon Go a été lancé, on voyait tout le monde dans les rues avec son téléphone, et puis cet ajout de petits personnages. Donc finalement, la réalité augmentée et la réalité virtuelle se sont bien diffusées. En formation, on les utilise, on les intègre de plus en plus également parce que finalement, je sais que Apple, il y a Apple et puis Facebook, il y a différents développeurs en fait, enfin différents éditeurs pardon, qui ont mis en place et qui ont démocratisé leurs outils et qui ont mis à la disposition des développeurs de vrais kits de développement pour pouvoir faire ou produire facilement de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Donc autant il y avait quelques années, il était complexe de mettre en œuvre et de produire ce type de ressources. Aujourd'hui, on sent on démarre en fait une nouvelle ère où ces outils-là vont être démocratisés et on va vraiment pouvoir nous concevoir des ressources qui vont nous permettre de proposer des expériences complètes d'immersion, immersion dans des environnements qui peuvent être risqués. C'est le cas par exemple pour Areva qui avait mis en place un dispositif de formation dans des centrales nucléaires, dans des zones qui étaient difficilement accessibles ou dans des situations tendues. Donc on peut vraiment aujourd'hui représenter et simuler un grand nombre de situations, ce qui permet vraiment de compléter tout ce
qu'on peut faire en présentiel. Et donc là, c'est vraiment d'utiliser tous les avantages du digital pour aller jusqu'à l'application de bonnes pratiques, l'application de procédures qui sont difficiles à reproduire en situation réelle. Donc là, vraiment, on sent qu'on est rentré dans une nouvelle ère et qu'on va pouvoir expérimenter encore plus à fond ces deux modalités qui nous plaisent bien. Je vois que le temps passe bien, là je suis dans les temps. Donc effectivement, comme je vous l'indiquais en début de webinaire, l'idée c'est maintenant de répondre à vos questions. Je vais me tourner vers Mathilde qui va pouvoir me transmettre les questions qui sont arrivées en cours d'intervention. Alors, justement, Noria, on a Marilyn qui a réagi justement au sujet du blended learning. Je cite donc bonjour, au sujet du blended learning, c'est très difficile de plus en plus de faire venir les gens en présentiel. Beaucoup s'inscrivent mais ne viennent pas. Du coup, le distanciel prend le pas. Est-ce aussi une difficulté que vous rencontrez et comment y remédier? Donc là, tout dépend des contextes de formation. Quand la formation, je ne sais pas si vous travaillez dans un organisme de formation ou si c'était en entreprise. Donc c'est un organisme de formation. Donc là, effectivement, c'est plus compliqué pour les organismes de formation parce que les gens s'inscrivent, mais c'est pas forcément eux qui payent la formation. Enfin, donc la motivation, ils ont peut-être pas choisi d'être inscrits à cette formation, on leur a peut-être imposé cette formation. Donc voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui font que les gens vont être plus ou moins motivés. Et le présentiel, effectivement, comme ça demande aux gens à la fois de se déplacer, s'ils vivent en province et qu'ils doivent venir, par exemple, à Paris se former, ça demande toute une logistique personnelle. Quand on a des enfants, quand on a toute une organisation à mettre en place, on peut comprendre que le présentiel soit un petit peu complexe. Donc après, effectivement, on constate, donc ce qu'on recommande, c'est aussi de mettre en place tout un accompagnement qui est un petit peu lourd parfois, mais qui va vraiment permettre d'accompagner les participants et les inscrits, de leur donner envie de venir. Donc ça peut être en amont de la formation en salle, de leur donner déjà des éléments, de bien présenter le formateur, de les solliciter, de voir quelles vont être leurs attentes, et de garder le lien avec eux depuis le moment de l'inscription jusqu'à la fin de la formation. Ça, c'est une des pistes que je peux vous donner, mais effectivement, je comprends que vous constatiez ce type de défection, ça arrive. Très bien, Noria. Nous avons également Céline qui a réagi en posant une question. Donc, en termes de gamification, est-ce que vous avez le top 5 des outils du moment? Pourriez-vous citer des outils auteurs pour les vidéos interactives? Alors, pour les vidéos interactives, en termes d'outils, il y a différents outils qui sont envisageables. Là, moi, l'idée, c'est pas de vous guider, enfin, de vous faire acheter ces outils, mais en tout cas, effectivement, de vous donner accès à ces outils et de vous présenter les principaux. Storyline permet, par exemple, Storyline d'Articulate permet facilement d'intégrer des vidéos et puis ensuite d'y intégrer, de combiner des quiz ou de renvoyer vers d'autres types de vidéos. Et il existe également le logiciel Adways, qui est un logiciel français, qui lui est vraiment spécifique au montage vidéo et qui permet d'ajouter là aussi des questionnaires, des quiz, des activités assez variées et puis de créer des scénarios avec embranchement. Ce sont les deux outils qui sont les plus utilisés aujourd'hui en France. Très bien. On a également Pascal qui réagit au niveau des expéditions learning. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les Learning Expeditions, effectivement, c'est vraiment intéressant parce que, comme je vous le disais, au-delà des formations classiques où avant on avait des apports théoriques, de plus en plus, comme on souhaite être en lien avec la réalité de notre métier et aussi on nous demande à tous de nous renouveler, d'innover, d'être créatifs, il est important également d'aller voir ailleurs, de sortir du cadre. Et donc, effectivement, de plus en plus, on organise des Learning Expeditions qui permettent à chacun d'aller voir en fait l'activité d'un autre secteur d'activité, quand on travaille dans un grand groupe, de découvrir aussi les méthodes de travail d'une start-up. Et tous ces échanges, tous ces changements de point de vue et ces expériences, en fait, où on va vraiment découvrir un nouvel environnement, de nouvelles pratiques, c'est ça qui va vous donner les clés et qui va donner les clés également aux apprenants et qui va leur donner des idées à mettre en place ensuite dans leur quotidien et dans leur métier. Donc ça, c'est vrai qu'on est vraiment aussi sur une dimension plus expérientielle. On voit le succès dans les jeux comment on appelle ça, pardon, c'est les sessions ou les escape games
Donc ça, c'est pour la partie jeu, mais c'est vrai qu'en formation, il y a un petit peu l'équivalent, je trouve, ce sont les learning expéditions, où on va partir à la découverte d'un nouveau secteur, d'un nouveau type d'organisation et même d'une autre culture. Voilà. Très bien. On a également Sandra qui réagit au niveau des webconférences. Donc, je cite, aujourd'hui, dans notre métier d'animateur de webconférence, nous rencontrons une problématique de no-show, donc les personnes qui s'inscrivent et qui ne participent pas le jour J à la formation en ligne. Avez-vous des solutions pour réduire ce phénomène, horaire des formations en live, communication, etc., les conseils en général? Effectivement, c'est vrai que le premier. Alors, il y a plusieurs critères qui vont jouer sur le fait que les participants vont venir ou pas à cette session de formation à distance en webconférence ou en classe virtuelle. Ça va être d'abord les aspects techniques. Donc, comment les aider à prendre en main ces nouveaux outils, à s'assurer que leur ordinateur ou leur smartphone ou tablette est bien accessible, enfin, qu'ils vont pouvoir accéder depuis leurs appareils à cette session. Donc l'idée, c'est tout de suite de proposer soit des tutoriels, des fiches ressources qui leur permettent de décrire pas à pas le mode opératoire pour accéder à cet outil, et puis ensuite de leur expliquer, de prendre le temps aussi en amont de classe virtuelle, de voir quelles sont les fonctionnalités qui vont être à leur disposition, quelles sont les règles un petit peu du jeu de ce type de dispositif en termes de communication, d'échange, et puis également d'imaginer toujours cette histoire de fil rouge, peut-être de créer une forme de teasing ou si vous les avez eus avant en formation en salle ou s'ils ont vu d'autres choses sur la plateforme, de créer un suspense, de leur donner envie de vous rejoindre. Il faut qu'ils comprennent tout de suite quel va être le bénéfice pour eux de participer à cette session. Après, il est aussi intéressant de leur demander, pour ceux en tout cas qui auront participé à votre classe virtuelle, soit de témoigner auprès des autres pour créer une forme de buzz et de dire bah, finalement, tu vois, cette session de classe virtuelle, elle a été utile. Moi, j'y ai appris tel élément, ou j'ai pu mettre ensuite en place tel élément. Donc, de valoriser aussi ce qui en ressort, les acquis de ces classes virtuelles. Et puis également, bah, de demander aussi le feedback, les retours des apprenants qui ont assisté à vos classes virtuelles pour voir ce qui peut être amélioré. Parce que, comme vous le voyez, nous aussi, là, on est en train de faire ce webinaire, mais à la fin, on va vous remettre un questionnaire, vous donner accès à un questionnaire de satisfaction. Parce que pour nous, il est vraiment important, et quand je vous parlais tout à l'heure d'expérience d'utilisateur et de se centrer sur l'utilisateur, c'est vraiment important de dire que tous les dispositifs ou tous les supports ne sont pas fermés et figés. Il faut être tout le temps en quête de feedback, de retour pour faire évoluer les dispositifs et les modalités qu'on met en place. Voilà. Alors justement, à ce sujet, on a également Nathalie qui rebondit et qui demande, existe-t-il une liste de toutes les modalités pédagogiques digitales avec une définition, leur objectif, dans quel cas les utiliser, des cas d'usage? Alors à ma connaissance, il n'existe pas de liste exhaustive de ces modalités. Après, vous trouverez différentes sources en fait sur Internet, que ce soit d'ailleurs à l'étranger, parce que les Américains et Canadiens ont aussi un certain nombre de ressources qui sont vraiment intéressantes. Donc là, j'ai pas de recommandations à vous faire, mais après, on pourra vous envoyer certainement quelques modalités. Après, de toute façon, tout est aussi inventé et il faut toujours être en veille pour voir un petit peu ce qui se met en place. Sachant qu'après, l'intérêt, au-delà de se dire il y a telle et telle modalité, c'est aussi ce qui va être vraiment intéressant, ça va être de combiner et d'articuler toutes ces modalités pour en faire un vrai dispositif de formation cohérent et efficace. C'est bien. Nous avons Sophie qui pose une question également. Donc, elle découvre le learning centric et elle demande si on aurait un petit exemple à lui donner pour l'éclairer un petit peu sur l'approche. Pour moi, le learning centric, c'est plus une approche. En fait, quand vous allez concevoir un dispositif de formation digital learning, c'est de se dire que par rapport à du présentiel, ou parfois, je me souviens, j'ai travaillé dans l'édition scolaire, on partait du référentiel de l'éducation nationale, donc qui est un tableau listant les connaissances ou les compétences à transmettre ou à faire acquérir aux apprenants. L'idée, c'est pas de partir de ça, mais c'est vraiment de se centrer sur l'apprenant, d'essayer d'imaginer ses attentes, son contexte de formation, ses envies, ses enjeux professionnels également, pour repenser la formation en tenant compte de tous ces éléments. Ça va vraiment vous donner les clés pour concevoir de façon pertinente votre dispositif. Et puis après, l'autre enjeu, c'est aussi de travailler en équipe, multidisciplinaire, parce que en formation à distance, on n'est pas, nous, concepteurs de formation, de formateurs, on n'est pas auprès de l'apprenant. L'apprenant, il va découvrir seul ses ressources ou ses activités. Et donc, il va être vraiment important pour un concepteur de valider que ce qu'il a imaginé va parler à tout le monde.
comme on est tous très différents, c'est difficile de tout anticiper. Donc c'est aussi pour ça qu'il est important de susciter des gens d'horizons différents, un psychologue spécialisé dans les neurosciences, un concepteur pédagogique, un ingénieur pédagogique. Enfin voilà, plus on va susciter l'avis des uns et des autres et faire appel aux compétences complémentaires de ces gens-là, et plus on est sûr d'arriver à un dispositif qui sera efficace et qui répondra vraiment aux attentes des uns et des autres. Nous avons également Magali qui nous demande donc, quelles sont les sources concernant la mémorisation des apprentissages. Alors quand vous dites les sources, ce sont les sources documentaires, j'imagine. Là, il y a un certain nombre d'ouvrages ou de publications qui existent. Donc ça, j'ai pas forcément la liste en tête aujourd'hui ou sous la main, mais on peut reprendre contact après et puis comme ça, on pourra vous les transmettre ou échanger sur ce sujet-là. On a également Sandra qui avait réagi tout à l'heure donc avec la problématique du no-show et là qui rebondit à nouveau et se demande donc, comment motiver les personnes à plus participer sur des plateformes collaboratives en ligne pour partager des expériences ou faire part de leurs problématiques rencontrées dans leur mission. Alors là, le secret, c'est de ne pas attendre que les apprenants commencent tout seuls. Donc nous, ce qu'on propose à chaque fois, c'est un petit scénario en fait où on va mettre en place une vraie stratégie pour lancer la machine, on va dire. Donc il faut finalement créer de faux apprenants, ou en tout cas être plusieurs, ou alors s'appuyer sur de vrais apprenants qui sont particulièrement motivés et moteurs dans la formation. C'est vrai qu'il faut aussi s'appuyer sur les gens du terrain et identifier ces personnes qui peuvent être un peu des ambassadeurs ou des facilitateurs. Et donc, il faut vraiment commencer à poster des sujets ou à lancer une question sur laquelle les gens vont répondre, vont rebondir. Il faut créer cette dynamique-là. Au départ, ça va être fait de façon un peu artificielle. C'est nous, les concepteurs du dispositif, qui allons initier cette démarche. Mais ensuite, progressivement, la communauté va vraiment être dynamique. Les uns et les autres vont contribuer. En fait, c'est vraiment toujours le premier qui démarre. Enfin, il faut être le premier à démarrer, ensuite tout le monde va s'agréger. Et puis après, il faut aussi essayer de créer soit des petits événements, soit lancer des petits sujets, être en veille aussi, parce qu'il y a certains sujets qui vont être pertinents, par exemple en septembre, mais moins en décembre. Donc il faut aussi être en veille pour se dire, bah, finalement, je vois dans le forum où j'entends parler de tel et tel sujet, bah, tiens, je vais le mettre en avant, et comme ça va créer encore de l'envie, ça va leur donner envie de participer. Voilà, il faut être vraiment à l'écoute aussi des apprenants. Donc je vois que le temps est écoulé. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est, enfin déjà je tenais à remercier à la fois vous tous qui êtes présents aujourd'hui. C'était un plaisir, même si on a échangé que par chat et pas de vive voix, mais je sais qu'on pourra, là je vous présente un petit peu les différentes occasions où nous pourrons échanger de vive voix ensemble, hein, et puis avec mon équipe. Et je tiens également à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont aidé à organiser ce webinaire. Certaines sont présentes aujourd'hui et d'autres sont à distance. Mais en tout cas, merci à vous tous pour ce webinaire. Ce que je voulais également vous indiquer, c'est que Mathilde va vous transmettre le lien du questionnaire de satisfaction et nous vous invitons vraiment tous à y répondre, à le compléter. Ça nous donnera à la fois comme je vous parlais et je vous indiquais que c'était important d'avoir des feedbacks et des retours. On est toujours curieux de savoir ce qu'il en est. Concernant l'horaire, par exemple, on s'était interrogé, est-ce que 13h, 14h c'est le bon horaire? Donc n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis. Comme ça, pour le prochain, on pourra soit changer l'horaire, soit le maintenir. Et puis également, comme on souhaite organiser d'autres webinaires sur le digital learning, n'hésitez pas également à nous indiquer les thématiques qui vous intéressent. Comme ça, on en tiendra compte et puis on vous proposera ces sujets dans les prochaines semaines. Voilà, un grand merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.